Merci à toute l'équipe du GDR. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'interdiffusion, donc de diffusion en régime concentré dans les alliages métalliques et dans le contexte de l'oxydation à haute température. Alors, d'abord, quelques mots euh, pour pourquoi s'intéresser à ce problème de l'interdiffusion lorsqu'on conçoit des alliages et des systèmes alliage-revêtement qui vont être utilisés à haute température. Alors, il y a plusieurs raisons. Et peut-être pour commencer, une des raisons principales, c'est celle de l'oxydation sélective. C'est-à-dire quand on conçoit un alliage ou un revêtement, on a envie d'y mettre suffisamment de chrome ou d'aluminium pour former une couche protectrice de chromine ou d'alumine. Donc pour se retrouver plutôt, alors je vais mettre le pointeur laser, plutôt dans une situation comme celle-là, hein, où on voit qu'ici on a 25% de chrome, davantage que dans une situation comme celle-là qui est moins favorable du point de vue de la résistance à l'environnement. Et donc pour ça, on a envie de savoir combien il faut mettre de chrome. Et c'est essentiellement, la réponse à cette question est essentiellement la solution à un problème de diffusion dans le métal. Alors, tel que ça a été décrit par Wagner, on peut décrire ça en deux problèmes en fait. Deux problèmes qui ont des conditions limites de nature thermodynamique, mais qui sont essentiellement des problèmes de diffusion dans l'alliage. Euh, qui ont des solutions analytiques dans des conditions pseudo-binaires très, très simples et des problèmes qui convient de simuler de manière numérique pour des situations plus compliquées. Donc voilà une première raison pour assurer l'oxydation sélective. Ensuite, une fois qu'on a un alliage qui forme de la chromine ou de l'alumine, on a envie d'étudier sa durée de vie en oxydation. Et là encore, il s'agit de problèmes de diffusion dans l'alliage. Par exemple, en ce qui concerne la résistance à l'écaillage, on a envie de savoir quelle fréquence d'écaillage l'alliage va pouvoir euh, subir et puis continuer à reformer de la chromine ou de l'alumine. Donc c'est le problème qu'on voit ici euh, sur la gauche. Et puis il y a aussi le problème des échantillons, des pièces à parois minces, donc qui ont un réservoir fini d'éléments oxydés. Et donc là, de la même manière, la durée de vie va en partie dépendre des propriétés de diffusion de l'alliage. Un troisième aspect, c'est celui de la modification de la microstructure de l'alliage, donc que ce soit dans des cas d'interdiffusion entre l'alliage et le revêtement, donc comme ce que j'ai montré ici, on voit en bas un super alliage gamma-gamma prime, et puis en haut un revêtement en aluminaire de nickel. Ce qu'on voit, c'est que donc on a deux matériaux dissimilaires quand ils sont mis en contact à haute température. Puis on a de l'interdiffusion et on a là en l'occurrence beaucoup d'éléments lourds dans le superalliage qui vont avoir une faible solubilité dans les aluminaires de nickel et qui vont précipiter et former donc ces précipités là riches en éléments lourds qu'on voit apparaître euh, en blanc sur l'image et qui vont bien sûr, c'est une microstructure qui est moins favorable du point de vue de la résistance mécanique de l'alliage les cinétiques d'évolution de cette microstructure sont liées à l'interdiffusion entre l'alliage et le revêtement. On a d'autres cas aussi, si on utilise un alliage nu, mais on sait que quand on l'oxyde, on va consommer préférentiellement un des éléments, donc le chrome ou l'aluminium en général. Et il se trouve que le chrome ou l'aluminium peuvent participer aussi, avoir été mis aussi dans l'alliage pour faire des précipités durcissants, par exemple. Et lorsqu'on va les perdre par oxydation, les consommer préférentiellement par oxydation, eh bien, on va tendre à dissoudre ces précipités. Donc ça peut être le cas des précipités gamma prime, hein, qui sont riches en aluminium dans les superalliages. Ça peut être aussi le cas, comme dans ce cas-là ici d'un acier au chrome, où on a des carbures de chrome qui étaient présents à la base pour la résistance mécanique. On forme de la chromine et donc en sous-surface, on dissout les carbures de chrome. Donc encore une fois, les cinétiques d'évolution de ces systèmes sont liées à la diffusion dans l'alliage. Et puis, puisqu'on est dans le GDR et qu'on s'intéresse au couplage oxydation mécanique, il y a effectivement des liens entre l'interdiffusion et le comportement mécanique des alliages, donc des liens indirects dont je viens de parler ici, la diffusion qui fait de la dissolution précipitation, ça va changer la microstructure, changer les propriétés mécaniques. À l'inverse, on peut avoir l'état de chargement thermomécanique qui va jouer sur la microstructure, donc par exemple par des phénomènes de mise en radeau, et à l'inverse, en conséquence, ces changements de microstructure vont également avoir
des effets sur les cinétiques de diffusion. Donc on a des effets dans les deux sens. Donc c'était des effets indirects, et puis on a aussi des effets plus directs. On sait que la diffusion peut amener des contraintes, et suivant les conditions limites, également de la déformation mécanique. Donc ça, c'est l'effet Kirkendall. Et puis dans l'autre sens, l'état thermomécanique d'un système va jouer sur le potentiel chimique, sur la mobilité des éléments. Donc on voit qu'on a des relations aussi entre diffusion et mécanique. Donc on va parler d'interdiffusion dans cette présentation. De quoi exactement on va parler et de quoi on ne va pas parler. Donc je vais commencer par dire que je ne parlerai pas ici des mécanismes de diffusion à l'échelle atomique, des effets de corrélation, des effets de traînée, des mécanismes à l'échelle la plus petite. C'est des choses qui sont très, très intéressantes et qui sont étudiées par beaucoup de gens, mais que je vais laisser de côté pour cette présentation, et qui, disons que tous ces effets existent, mais ils sont contenus dans les coefficients plus macroscopiques dont on va parler aujourd'hui, les coefficients d'interdiffusion. On va pas parler non plus de transport sous d'autres forces motrices d'origine physique, comme la thermomigration, l'électromigration, des effets particuliers qu'on trouve dans les nanoparticules. On va pas parler notamment de diffusion dans les céramiques, et donc notamment on va pas parler de diffusion dans les couches d'oxyde, on va s'intéresser seulement à la diffusion dans l'alliage. Et donc on va parler en particulier du couplage, enfin de la diffusion au régime chimique est soumise à un couplage thermodynamique diffusion. Donc un sujet qui nous intéresse pour décrire les phénomènes dont j'ai parlé avant, la diffusion au régime concentré dans des alliages à plusieurs éléments, éventuellement plusieurs phases. Donc le problème auquel on s'intéresse, il peut être mis en équation de la manière suivante. On a une loi de comportement ici qui décrit le flux comme la somme de contributions des gradients de potentiel chimique des différents éléments du système. C'est une loi de comportement qui est écrite ici avec des coefficients phénoménologiques L et des gradients de potentiel chimique, qui peut également, de manière équivalente, s'écrire avec des gradients de concentration et des coefficients d'interdiffusion. Et ici, on a la relation qui donne l'équivalence entre les deux formes. Donc, on a cette loi de comportement qu'on associe à une équation de continuité. Et ça nous donne le problème à résoudre. Donc vis-à-vis de sa forme mathématique, c'est un problème relativement générique, et qu'on peut donc résoudre par différentes méthodes. Donc je vais parler en particulier des différences finies, et puis je vais mettre dans le même sac les éléments finis et le champ de phase, qui partagent une partie de leur formalisme, mais on ne va pas rentrer en détail de toute façon. Et puis pour chaque méthode, il existe des outils variés pour résoudre le problème numérique, qu'ils soient académiques ou commerciaux. Donc ça, c'est le problème de base, et dans les systèmes qui nous intéressent, on va pouvoir également ajouter des problèmes additionnels, donc qui est en lien avec l'équilibre de phase dans les systèmes polyphasés, avec les mouvements d'interface. On a parlé de dissolution, de croissance de précipité, on peut parler de mouvement du front d'oxydation, des phénomènes de diffusion au joint de grain qui vont aussi être potentiellement importants. Donc voilà pour le problème. Alors, quelle, euh, quelle méthode et quel outil choisir? Donc ce que je présente ici sur cette planche, c'est disons un traitement extrêmement simplifié, et qui considère dans un premier temps deux axes qui me paraissent importants de regarder, qui sont la complexité du système d'un point de vue de sa chimie. Donc on va d'un système simple, qu'on peut décrire comme pseudo-binaire, ou qui est un système binaire, avec de très faibles changements de concentration, tels qu'on a des coefficients de diffusion constants, et un système monophasé. Et puis on va aller de plus en plus complexe vers des systèmes qui sont avec plusieurs éléments, avec des diffusivités qui dépendent de la composition, et des systèmes qui peuvent être polyphasés. Donc ça, c'est pour un axe. Et puis, le deuxième axe, c'est celui de la géométrie, hein. On va pouvoir séparer nos problèmes entre des problèmes à géométrie simple, donc on a suffisamment de symétrie pour les traiter en une dimension, et puis des problèmes à la géométrie plus complexe, hein, plus irrégulière, où il va falloir s'attaquer à du 2D ou du 3D. Donc quand on considère cette classification simple, eh bien, ce que j'indique ici, c'est que pour des cas simples chimiquement et au niveau de leur géométrie, en 1D, il existe des solutions analytiques. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire
d'un point de vue numérique. Et ensuite, on va avoir deux voies principales de recherche, qui sont celles de systèmes à géométrie simple, mais à la chimie compliquée, donc typiquement des alliages polyphasés, avec plusieurs éléments, plusieurs phases. Et donc, il va falloir résoudre le problème de la diffusion, mais également faire un couplage avec un solveur thermodynamique pour résoudre l'équilibre de phase. Et c'est des choses des simulations qui sont généralement faites en différence finie. Ensuite, si on va plus du côté d'une chimie simple et d'une géométrie plus complexe, on va avoir plutôt tendance à avoir donc, des, des pièces ici, comme je montre sur cette image d'illustration, des pièces plus compliquées où ça va être plus difficile à gérer en différence finie. On va se tourner plutôt vers les éléments finis. Alors, bien sûr, ça c'est très synthétique, très schématique. Et puis on va avoir des cas aussi où la chimie et la géométrie sont complexes. Et, bon, ensuite, c'est la meilleure méthode, disons que c'est au cas par cas, ça dépend des éléments particuliers du problème qu'on considère. Donc je vais commencer par parler de différence finie parce que c'est une méthode très simple à présenter, très simple à comprendre. Il s'agit tout simplement de discrétiser, de transformer les dérivés partiels en différences, telles que je l'ai indiqué ici pour le temps et pour l'espace. Donc voilà, dans un schéma explicite par exemple, on a des gradients à un pas de temps n, et on utilise ce gradient pour calculer la concentration au prochain pas de temps. Donc conceptuellement, les différences finies, c'est relativement simple. Donc là, on se place dans un cas, une dimension, une phase, donc le cas le plus simple possible. Si on veut traiter un problème d'oxydation, eh bien, on impose un flux sortant aux limites, et on fait tourner le solver et on obtient un profil de concentration tel que celui qu'on voit sur ce schéma. Donc bon, c'est des méthodes de calcul qui sont présentes depuis longtemps, hein, qui sont bien documentées dans la littérature. Donc ici, c'est pas une liste exhaustive, mais quelques exemples. Là, on a commencé avec des alliages binaires monophasés, des coefficients de diffusion constants, là dans les années 60, et puis on est allé augmenter le degré de sophistication, donc avec des traitements, dans un premier temps simplifiés des équilibres de phase, avec des coefficients de diffusion qui commencent à dépendre de la concentration ici. Et puis, dans les années 80, on a commencé à formaliser plus et à traiter de manière plus systématique le couplage thermodynamique cinétique avec la méthode CALFAD, et ça va être ce qu'on retrouve dans Dictra, qui est un module donc, du logiciel Thermocalc. C'est un formalisme qui a été appliqué dans d'autres logiciels commerciaux aussi, comme Pandat, et dans OpenCalFAD aussi. Et puis ensuite, on a ici des efforts, plus des codes de nature académique, où on a différents groupes qui ont développé leur propre solveur de diffusion, qui ont fait aussi du couplage avec des solveurs de thermodynamique. Et puis on a d'autres efforts, comme ici, je cite quelques exemples en France, où ont été considérer des situations avec des concentrations de lacunes hors équilibre, et ils ont essayé de faire de la prédiction de porosité, donc c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Donc voilà pour quelques exemples. Il y a évidemment beaucoup plus de cas traités dans la littérature, mais je voulais juste en donner quelques-uns. Alors, je veux dire quelques mots sur l'importance des données qu'on met dans ces simulations. Donc je rappelle ici brièvement le problème à résoudre, hein, l'équation dérivée partielle. Dans un formalisme avec des coefficients d'interdiffusion et des concentrations, eh bien on va écrire les coefficients d'interdiffusion de cette manière. Alors, peu importe quelque part leur forme mathématique, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a deux types de contributions. La mobilité M, donc qui sont des facteurs de nature euh, purement cinétique, et des gradients de potentiel chimique. Donc ici, X, c'est c'est de la concentration, hein, c'est pas une variable d'espace. Donc on a des gradients de potentiel chimique dans l'espace des compositions qui décrivent la contribution thermodynamique. Et donc on va avoir besoin de modèles et de bases de données de deux natures, de nature cinétique et de nature thermodynamique. Et en ce qui concerne les données cinétiques, bien, ce coefficient de mobilité ici, c'est en fait rien d'autre que des coefficients de diffusion de traceurs, et donc des coefficients qui mesurent
la diffusion à dilution infinie, donc sans interaction thermodynamique, hein, un soluté infiniment dissous dans un solvant. Et c'est des données qu'on peut mesurer grâce à des expériences de traceurs. Donc il faut répéter à différentes concentrations et à différentes températures pour venir renseigner les bases de données de paramètres de mobilité. Et donc je vais dire quelques mots sur un exemple de simulation pour mettre en évidence l'importance des données qu'on utilise. Donc il s'agit de simuler la réactivité d'un alliage de composition type d'un revêtement Nico-Crally. Donc des alliages, ici c'était des alliages modèles qui ont été exposés à des dépôts de silicate fondu à 1100 degrés dans des atmosphères ici CO2, H2O. Donc c'est des compositions qui typiquement devraient former de l'alumine. Euh, quand elles sont oxydées sous gaz, mais ici, elles sont exposées à un silicate fondu. Ce silicate fondu dissout de l'alumine, et donc on va consommer de l'alumine, augmenter le flux d'aluminium jusqu'à ce que l'alliage ne soit pas capable de fournir assez d'aluminium, et on va former à la place de la chromite. Donc c'est un problème sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années et euh, qui peut être simulé en considérant donc le problème de diffusion dans l'alliage et le problème en série, ici le problème de la dissolution de la couche d'alumine dans le dépôt en silicate. Euh, et c'est un problème qu'on a simulé ici en utilisant donc Dictra et deux séries de bases de données de thermodynamique et de bases de données de mobilité. Donc on a les bases de données qu'on trouve donc vendues par Thermocalc, TCN8, Mobani 4, et des bases de données du NIST, donc du Bureau des standards aux États-Unis. Donc quand on simule la diffusion dans l'alliage, soumis aux conditions limites que j'ai décrites précédemment, eh bien on peut obtenir des profils d'aluminium dans l'alliage. Et donc ici je montre des exemples, donc, deux alliages, celui-là et celui-là, avec à chaque fois deux conditions, donc l'oxydation simple et l'oxydation de dissolution. Donc ici il n'y a pas de dépôt de silicate, ici il y a le dépôt de silicate, et donc avec quatre combinaisons possibles, des bases de données de thermo et de cinétique. Et ce dont on s'aperçoit quand on compare les différentes simulations et qu'on les compare aux résultats expérimentaux, c'est qu'on a donc deux faisceaux de courbes et que donc la base de données thermodynamique ici avait très peu d'importance, a très peu d'effet sur le résultat, mais qu'en revanche, la base de données cinétique a un effet très important. On voit un faisceau de deux courbes qui correspondent à chaque fois bien aux résultats expérimentaux, et puis un faisceau de deux autres courbes qui sont beaucoup moins bien en accord. Donc si je prends le cas en bas à gauche, ici cet alliage dans le cas de l'oxydation de dissolution, euh, et que je regarde donc les résultats obtenus donc avec cette fois avec la même base de données thermo et deux bases de données de mobilité, eh bien on voit effectivement que dans un cas ça colle bien et dans l'autre cas ça colle pas bien. Alors pourquoi c'est important? Dans le cas où ça colle pas bien, on prédit qu'on va avoir 6% d'aluminium à la surface. À 6%, c'est pas mal, c'est suffisant pour éventuellement résister à un petit peu d'écaillage, c'est suffisant en tout cas pour être tranquillement du côté de la formation d'alumine. Et ici, quand on a plutôt 1% ou moins de 1% d'aluminium, eh bien, on est dans une situation d'un alliage marginal, c'est-à-dire qu'une petite perturbation va suffire pour changer de régime, pour ne plus avoir assez d'aluminium et se mettre à former à la place de la chromine. C'est exactement ce qu'on observe expérimentalement, où on a des zones de l'alliage qui forment de l'alumine, où il va rester environ 1% d'aluminium à la surface, et des zones de l'alliage où au contraire, on va rentrer dans un régime non protectif, non protecteur, où on va former de la chromine. Et donc, c'est ce qu'on voit là expérimentalement, et c'est ce qu'on avait prédit avec la bonne base de données. Ce qu'il y a derrière ces bases de données, eh bien, c'est des évaluations, des données de traceurs et d'interdiffusion expérimentales qui existent dans la littérature, et donc on peut aller fouiller et se rendre compte que l'une des deux évaluations a été mieux faite que l'autre. Donc il y a un travail de développement de ces bases de données, à minima de leur évaluation avant de les utiliser. Donc voilà pour cet aspect en indé. Je vais dire quelques mots maintenant sur des simulations en deux dimensions. Donc le problème en deux dimensions peut se formuler de cette manière. Donc
c'est de la même manière qu'en une dimension, sauf que le flux est maintenant un vecteur qui a deux composantes, et donc on calcule sa divergence, et de la même manière, on peut procéder à la discrétisation, imposer des conditions limites et passer à la résolution. Euh, et on va obtenir ce genre de résultat. Donc là, on a une symétrie, hein, donc par une invariance par translation, hein, selon x. Donc en fait, on a juste extrudé un profil 1D qui va se répéter selon la deuxième dimension. Euh, donc voilà, là c'est pareil qu'en une dimension. Ceci dit, ce qui va être intéressant, c'est que maintenant on va pouvoir, par exemple, rajouter des joints de grains. Donc c'est ce qui a été fait ici. Ce qui a été choisi ici, c'est de mailler les joints de grains avec une taille d'un demi-nanomètre, donc qui correspond à la taille du joint de grain. Et dans ces nœuds, eh bien, on va choisir d'y mettre un coefficient de diffusion au joint de grain, donc beaucoup plus élevé que le coefficient de diffusion en volume. Et donc, on procède au maillage et on peut, de la même manière, passer à la résolution et on va obtenir ce genre de résultat où on va voir l'effet accélérateur des joints de grains sur la diffusion depuis le cœur vers la surface, donc pour fournir du chrome vers la surface. Donc ce genre de simulation est intéressant puisque ici, quand on regarde une coupe des résultats normales à la surface, donc ici on a l'interface métal-oxyde, ici on a le cœur de l'alliage, eh bien on voit que selon qu'on est loin du joint de grain ou proche du joint de grain, on va pas avoir les mêmes profils. Donc loin du joint de grain, on va peu bénéficier de l'effet accélérateur du joint de grain et donc on va avoir une concentration à l'interface qui est relativement basse. Et quand on se rapproche du joint de grain, eh bien, on va bénéficier de l'effet accélérateur et on va avoir une concentration à l'interface qui est beaucoup plus élevée, donc un cas qui est beaucoup plus favorable. En passant ici, si on avait fait la simulation en une dimension en utilisant un coefficient de diffusion moyenné entre celui du volume et des joints de grain, eh bien, on aurait eu un résultat intermédiaire, mais qui ne décrit pas bien ce qui se passe proche du joint de grain et qui ne décrit pas bien non plus ce qui se passe loin du joint de grain. Donc ce genre de formule est applicable dans certaines conditions, hein, lorsqu'on est en régime A, donc à très haute température ou pour des très longs temps, mais dans beaucoup de situations qui nous intéressent, c'est pour nos alliages avec lesquels on travaille tous les jours, c'est des conditions qui ne vont pas être réunies et où il va être nécessaire de faire des simulations au moins en 2D quand on s'intéresse à l'effet bénéfique des joints de grain. Donc c'était un exemple de ce qu'on peut faire. C'est des cas aussi en différence finie en 2D qui ont été traités dans la littérature et donc je donne ici quelques exemples. Donc on voit ici des simulations du même type d'oxydation avec diffusion au joint de grain par une équipe danoise. On a aussi au Royaume-Uni, dans le labo du Evans, où on a étudié l'oxydation avec les effets de coin et des effets de géométrie un petit peu complexes ici, où on voit qu'on a un rapport surface sur volume qui est important. Euh, et puis on a toujours avec des géométries un peu complexes, un autre exemple ici, où on a étudié cette fois la carburation d'un acier au chrome, et où les auteurs ont fait un couplage entre leur solveur de diffusion et un solveur pour le calcul d'équilibre. Euh, donc voilà, on a différents exemples qui existent dans la biblio. Alors je dirais qu'il y a des limites qui apparaissent assez vite à ce genre de simulation au niveau de ce qu'on peut faire sur la forme des échantillons, sur la forme des grains, sur la gestion du mouvement d'interface, et puis en général les temps de calcul peuvent être assez longs et on va avoir des difficultés pour passer en 3D. Donc quand on expose ce genre de limites, eh bien, assez naturellement, on va aller chercher la solution du côté des méthodes éléments finis ou champs de phase, pour lesquels il existe des schémas numériques et des solvers qui sont très performants, hein, qui sont conçus pour des problèmes de mécanique avec des millions de degrés de liberté, et donc au niveau du temps de calcul, qui vont pouvoir gérer ce genre de problème, et qui représente également une voie naturelle pour aller vers le couplage de la diffusion avec la mécanique. Donc je vais laisser cet aspect pour la présentation
suivantes, mais je voulais donner quelques exemples ici, donc de ce qui a été fait dans la biblio. Donc ici, c'est du champ de phase avec un couplage avec des bases de données de thermo et de mobilité. Donc on a une procédure d'interpolation dynamique pendant le calcul de champ de phase. Et donc ça a été fait chez Access, donc avec leur logiciel Micres. Pour notamment, dans ce cas-là, simuler de la solidification. Un autre exemple ici, Georgia Tech et Georgia Tech à Metz, où les auteurs ont fait de l'oxydation d'un polycristal en considérant de la diffusion au joint de grain dans le métal et également avec de l'élasticité à la fois dans le métal et dans l'oxyde pour commencer à prendre en compte les couplages contraintes diffusion. On a ici des travaux qui ont été faits aux mines de Paris en collaboration avec le LEM et EDF, où on a de l'oxydation intergranulaire d'un bicristal, où cette fois on va avoir plus de sophistication au niveau de la mécanique, puisqu'on a de la viscosité, de la plasticité, de la viscoplasticité dans l'oxyde et dans le métal, et on étudie l'effet d'un chargement extérieur. Donc ça, c'est des calculs en éléments finis sous Z7. Il y a d'autres cas qui ont été aussi traités aux mines et avec l'ONERA, encore en éléments finis, de diffusion avec de la mécanique, encore une fois de la viscoplasticité, donc du fluage, sur des polycristaux, où cette fois ils ont traité un système pseudo-binaire métal plus lacune, et où ils ont travaillé sur l'effet Kirkendall et la création, l'annihilation de lacunes au joint de grain. Et puis on va avoir aussi un autre exemple ici de traitement, donc à l'université du Michigan, de la même manière de l'effet Kirkendall. Alors ici, c'est plutôt une méthode qui se rapproche du level 7, et où on va simuler la déformation qui est due à la diffusion entre deux parties de l'échantillon, et on va aussi simuler l'évolution morphologique de pores, de porosité sous l'effet de l'interdiffusion. Donc voilà un certain nombre d'exemples. Alors, ce n'était pas une liste exhaustive. Il existe d'autres travaux qui ont été faits par différentes équipes, donc j'en ai cité quelques-unes ici. Et puis, on va voir les travaux qui ont été faits par Virgile dans la deuxième partie de la présentation. Donc j'arrive à la conclusion, je ne vais pas tout reprendre, mais simplement dire qu'il est important de bien considérer le problème pour choisir la méthode et l'outil qui sont adaptés, donc en fonction de certains facteurs, de certains éléments du problème, donc que je rappelle ici, de sa chimie, la complexité au niveau de sa chimie, de la complexité au niveau de la géométrie, d'éventuels problèmes additionnels, et surtout des données disponibles. À mon avis, c'est le point le plus important. C'est-à-dire que c'est ce que j'écris en dessous, hein, qui peut le plus, peut le moins, mais c'est pas forcément une bonne idée d'aller traiter un problème simple avec un modèle extrêmement sophistiqué. Ce qui est important, c'est d'avoir les données qui nous permettent de manière correctement, avec une physique correcte, de décrire le problème. Et je dirais avec le modèle le plus simple possible, c'est toujours le mieux. Donc voilà, là-dessus, bien merci encore aux organisateurs, merci à vous pour votre attention.